Nous sommes toujours dans notre thème 2 mercatique et marché, pardon, et nous voyons le dernier point des 4 P, la communication, la publicité, après avoir vu le produit, le prix et la distribution. Et donc on va essayer de répondre à cette question. Une entreprise, question 6, doit-elle nécessairement faire de la publicité? Alors pour commencer, on va regarder, penser à une communication impactante dans votre expérience de consommateur. Comment cette communication, donc comment la publicité, pour le coup, si est-elle prise pour vous faire acheter son produit ou son service. Alors, on va voir dès le démarrage que la publicité, eh bien, elle connaît des techniques extrêmement efficaces. Soit elle est répétitive, regardez, comme ici avec Expedia, vous allez voir sur des grands affichages, quand vous allez marcher dans la rue, eh bien, on va répéter un même discours pour vous faire acheter. Elle peut être persuasive ou informative. Pensez par exemple à des publicités pour la lessive, hein, Ariel jusqu'à 2 fois plus efficace que n'importe quel autre type de lessive. Elle peut être aussi suggestive. La vie est belle, voilà, vous serez, si vous mettez le parfum Lancôme, eh bien, vous serez comme Julia Roberts, aussi belle qu'elle, la vie est belle. Voilà, donc comment elle s'y est prise? Elle s'y est prise, elle connaît des techniques, cette publicité, pour faire acheter son produit ou son service. Alors, est-ce que c'est le seul moyen de communiquer? Eh bien, nous verrons, c'est l'objet de cette présentation. Bien sûr, la publicité est tout à fait essentielle pour les organisations, mais l'entreprise ne fait pas uniquement de la publicité pour communiquer. On verra tous les autres types de communication possibles, la mercatique directe, le placement de produits, la promotion des ventes, la communication événementielle, et puis on verra aussi le bouche à oreille, la mercatique virale et tout ce qui est communication de crise. Donc on va voir qu'en plus de la publicité, il existe beaucoup d'autres façons, d'autres techniques pour communiquer. Alors la communication commerciale, pour commencer, qu'est-ce que la communication commerciale? C'est l'ensemble des messages émis par une entreprise, initiés par une entreprise, vers une cible de consommateurs, d'acheteurs, mais ça peut être aussi des distributeurs. Quand on est dans un B2B, business to business, on est vers d'un consommateur vers d'une entreprise vers un distributeur. Si on est B2C, business to consumer, alors on sera vers une entreprise, vers des acheteurs consommateurs. On peut aussi émettre une communication commerciale vers des influenceurs, des blogueurs, vous savez qu'aujourd'hui c'est très important, et aussi un message vers une opinion publique. Alors quel est le but de cette communication commerciale? C'est de se positionner par rapport à ses concurrents, hein, se positionner dans l'esprit du consommateur, sa marque, ses produits, se distinguer des concurrents, informer les consommateurs. C'est aussi bien déstocker ses produits, réagir, anticiper, accroître son chiffre d'affaires, accroître la visibilité de ses produits, mais aussi créer du trafic, aider la force de vente sur le lieu de vente à vendre, fidéliser une clientèle, vendre, promouvoir des ventes, faire connaître, mieux connaître ses clients et enfin accroître la notoriété, la connaissance que peuvent avoir la cible par rapport à mon entreprise, ma marque ou mes produits et contribuer à une bonne image de marque. Donc vous voyez dans cette communication commerciale, eh bien, les moyens de communication, nous allons les voir, sont très variables d'un secteur d'activité à un autre. Et les moyens de communication qui seront utilisés sont bien sûr la publicité, mais pas seulement. Donc nous verrons la promotion des ventes et nous verrons la promotion des ventes et nous verrons le placement de produits, la mercatique directe, la communication événementielle, le bouche à oreille, la mercatique virale et tout ce qui est communication de crise. Voilà pour la communication commerciale et ce qu'elle permet, les objectifs de cette communication commerciale. Alors, cette communication commerciale, 3 grands objectifs qui vont être repris ici. L'objectif de toute communication commerciale, c'est d'influencer l'attitude de la cible. Donc ça, c'est à apprendre par cœur. Comment on peut influencer l'attitude de la cible? Vers quoi on va chercher à l'influencer? Premièrement, on va chercher à avoir une influence cognitive, c'est-à-dire à faire connaître notre marque, notre entreprise ou nos produits. Deuxièmement, on va chercher à avoir une influence affective, c'est-à-dire faire aimer notre marque, nos produits, notre entreprise.
Et dernier point, avoir une influence conative, c'est-à-dire faire acheter nos marques ou nos produits. Voilà, 3 grands objectifs. Un objectif cognitif, faire connaître, un objectif affectif, faire aimer, un objectif conatif, faire acheter. Quel est l'objet de la communication? Maintenant, attention, bien faire la différence. L'objet, c'est sur quoi porte la communication. La communication porte sur le produit, ses performances. Elle porte sur la marque, la personnalité, les valeurs que véhicule la marque, et elle porte sur l'entreprise, sur les valeurs de l'entreprise, ses rapports avec la société. Donc 3 grands objets. Et enfin, les cibles. Vous savez que les cibles, c'est l'ensemble des consommateurs actuels ou potentiels. On a vu qu'on pouvait aussi avoir une cible qui était sur euh, les distributeurs, l'opinion publique, les blogueurs. On va segmenter la cible. On sait que segmenter, c'est faire des groupes homogènes de consommateurs pour pouvoir avoir une communication adaptée à chaque groupe. Pour segmenter la cible, on va analyser les facteurs explicatifs du comportement, on va analyser l'expérience de consommation et les étapes de ce processus d'achat. Et on va segmenter la cible pour avoir des cibles de consommateurs avec des besoins homogènes en fonction de leur comportement d'achat et de leur expérience de consommation. Donc 3 grands points, les objectifs, les objets d'une communication et les cibles de consommateurs. Donc vous savez que quand vous devez travailler sur la cible, dans les devoirs mercatiques, vous devez chercher à savoir quel est le sexe, quel est l'âge ou les tranches d'âge, quelles sont leurs catégories socio-professionnelles, quels sont leurs types de comportements vis-à-vis de l'achat de vos produits. Objectif, objet et cible. Alors on va rentrer dans le grand point qui est la publicité, qui est quand même ce que la communication la plus importante par les entreprises. Qu'est-ce que la publicité? La publicité, ce sont des messages à titre onéreux, donc qui coûtent de l'argent, pour promouvoir des produits, des marques ou des entreprises dans des médias. Donc les entreprises vont payer, c'est à titre onéreux, des messages pour promouvoir leurs produits, leurs marques, ou l'entreprise, le nom de l'entreprise elle-même. C'est le premier poste de dépense en communication commerciale. Il représentait, vous voyez, plus d'un tiers des postes de dépense des organisations en 2015. Donc la publicité, le moyen de communication le plus important aujourd'hui. Donc un média, qu'est-ce que c'est? C'est un canal de communication de masse qui diffuse à une large cible. Un canal de masse qui diffuse à une large cible. Par exemple, ceux qui vont au cinéma, la presse, l'affichage, la télévision, la radio et Internet, qui sont les 6 communications de masse traditionnelles recensées. Qu'est-ce qu'un support maintenant? À bien faire la différence, le support, c'est un vecteur de communication dans un média. Si je prends le média télévision, j'ai comme vecteur, par exemple, TF1 ou Arte ou France 2. Si je prends comme média la presse, je peux avoir Le Monde, je peux avoir Les Échos. Si je prends l'affichage, eh bien, je peux faire un affichage 4x3 qu'on appelle les grandes affiches qu'on a dans les métros. On peut avoir les abribus. Si je prends la radio, je peux avoir Énergie, etc. Vous voyez, donc faites bien la différence entre un média et un support et apprenez bien par cœur ce qu'est la publicité. Premier poste de dépense de communication des organisations. Alors, dans la publicité, on va revoir les 6 médias traditionnels. Premier média, le cinéma. Donc l'audience est généralement jeune et urbaine. Il y a un bon taux de mémorisation des messages, une bonne sélectivité géographique. On utilise le cinéma souvent aussi pour lorsque on a des magasins proches d'un cinéma, pour le faire connaître vers une cible jeune et citadine, pour les inviter à aller au Quick, au burger du coin, voire à la boulangerie du coin, ou bien ça peut être évidemment de passer des messages avec des annonceurs de plus grands groupes. Il y a d'image, il y a du son. Le deuxième grand type de médias traditionnels, c'est la presse. C'est plus adapté pour une argumentation longue. Il y a une bonne qualité de reproduction des messages. Il y a une durée de vie qui est longue. Il y a un bon ciblage sociodémographique, puisque suivant si vous lisez Le Monde ou si vous lisez un journal gratuit,
eh bien, ce n'est pas la même cible sociodémographique, âge, sexe, CSP, mais aussi géographique, lieu d'habitation, par centre d'intérêt, la presse, je ne sais pas, la presse automobile ou la presse art et décoration, eh bien, vous allez bien cibler ceux qui vont lire cette presse. Troisième grand média, l'affichage. L'affichage, c'est un média aussi de l'écrit, c'est un message très court et qui est illustré par un visuel. Il y a un bon ciblage géographique, bien évidemment, en fonction de là où on va pratiquer son affichage, eh bien, on saura géographiquement quelle est la cible que l'on vise. La télévision, quatrième grand média traditionnel. Alors, il y a une très forte audience, il y a une bonne qualité de la reproduction du message. Euh, le ticket d'entrée est très élevé, ça veut dire qu'il va falloir payer très cher pour faire passer des messages à la télévision. Les délais de réservation sont très longs, mais il y a une très forte audience. Et on peut aussi cibler avec des chaînes thématiques. Enfin, la radio. Alors, la radio, c'est un média uniquement du son. On peut avoir une bonne possibilité de ciblage aussi. Évidemment, ceux qui écoutent Énergie, ce n'est pas les mêmes que ceux qui écoutent France Inter ou France Culture. Les délais de réservation sont plus courts. Et enfin, Internet, sixième média, une forte interactivité sur Internet, une excellente possibilité de ciblage. Comme vous le savez, aujourd'hui, on va cibler très largement, on sait très bien qui accède à tel site Internet. Un fort développement de la publicité pour faire connaître la marque avec des enquêtes, vous savez, par recherche. Et là, il y a de l'image, du son, de l'animation, donc c'est un média en pleine expansion. Alors attention, il y a un fort développement de la publicité sur les mobiles. On va parler de publicité quand on va parler de la publicité sur Internet. On va parler de publicité quand on va parler de la publicité sur les mobiles. Voilà pour la publicité. Alors comment on analyse un message commercial ? 3 choses à retenir. Dans un message commercial, premièrement, vous avez la promesse. La promesse, c'est le bénéfice suggéré par la publicité. Donc, vous voyez ici, vous aviez chez L'Oréal le Revitalift Laser 3 anti-âge. Cette promesse, c'est qu'on ne verra pas vos cernes, on ne verra pas vos rides, même si, parce que c'est une revitalisant. Donc il y a un bénéfice qui est suggéré par la publicité. La preuve, ce sont les raisons qui rendent crédible la promesse. Donc on va vous apporter qu'il y a une preuve. Vous allez vous dire ça c'est pas vrai, eh bien on va vous apporter la preuve que cette promesse est vraie. Voilà la petite publicité sur L'Oréal pour la preuve sur Revitalift. So I'm going to have one side of my face have laser skin resurfacing and the other side L'Oréal Revitalift laser cream and we'll see if the results compare. Voilà, donc c'est en anglais, c'est très bien pour ceux qui font le TLV en anglais. Voilà, une procédure qui vous montre, voilà, elle vous explique, regardez la différence entre la droite et la gauche. Voilà, puisque vous le valez bien, voilà la preuve que ce produit fonctionne. Alors vous n'avez pas vu peut-être parce que c'est passé vite, mais la personne qui était à l'écran a été payée pour faire cette publicité. Donc on pourrait imaginer qu'elle l'a fait pour avoir de l'argent et non pas que ça fonctionne. En tout cas, on vous apporte la preuve par A plus B que ce produit fonctionne. La promesse, la preuve, et ensuite le ton. Le ton, c'est la façon dont vous allez envoyer votre message, faire passer votre message. Est-ce que c'est humoristique? Est-ce que c'est décalé? Est-ce que c'est séducteur? Est-ce que c'est jeune? Il va donner une personnalité à la marque, le ton. Ici, vous êtes plutôt sur un mode démonstratif. On va vous démontrer que ce produit fonctionne. Donc, si vous travaillez dans vos projets mercatiques et que vous êtes à travailler sur une mission en termes de publicité, que ce soit un affichage, vous voulez créer un blog, vous voulez faire connaître la marque, eh bien rappelez-vous, vous devez bien donner l'objet, la cible, l'objectif, et puis quelle est la promesse, quelle est la preuve, quel est le ton de votre communication. Alors, les actions de communication. Dans les actions de communication, vous avez, on va chercher le taux de notoriété. Donc là, c'est un petit peu comment on va contrôler que ces actions de communication sont efficaces. On fera ça en gestion, on a déjà un petit peu travaillé, on continuera à travailler ça dans les semaines qui viennent.
Le taux de notoriété mesure, donc comme c'est un taux, c'est un rapport, hein, c'est donc une division, il va mesurer le nombre de réponses positives à citer une marque spontanément sur le nombre de réponses. Donc on va interroger des gens et on va dire spontanément, citez-moi une marque de cosmétiques. Et puis on va mesurer le nombre de gens qui citent votre marque. Ça, ce sera la réponse spontanée. Ou bien on vous demandera dans telle liste quelles sont les marques cosmétiques que vous connaissez. Et par rapport au total de nombre, on fera un taux de notoriété spontané ou assisté. Un deuxième taux qui est très intéressant, un deuxième indicateur, le taux de retour. Le taux de retour, il va mesurer le pourcentage, donc là encore c'est un rapport, c'est une division, de réponses positives à une action par rapport au nombre de contacts. Donc quel est le taux de retour? J'ai envoyé 1000 mails à des clients pour savoir s'ils souhaitaient assister à une vente privée, par exemple. J'ai eu 100 retours, donc j'ai eu 10% de taux de retour. On va mesurer un taux de réponse positif à une action commerciale. Ensuite, le taux de transformation qui est très intéressant aussi, on le regarde beaucoup dans les organisations, en tout cas dans les commerces, il va mesurer le pourcentage, encore une fois, multiplié par 100, une division, un rapport entre le nombre d'acheteurs sur le nombre de visites. J'ai eu aujourd'hui, vous savez, quand vous rentrez dans un magasin, il y a des compteurs, on va compter qu'il y a eu 1000 personnes qui sont rentrées. J'ai eu sur les 1000 personnes, 100 personnes qui ont acheté, j'ai un taux de transformation de 10%. Et bien sûr, tout le but, c'est d'augmenter ce taux de transformation. Donc, dans les actions de communication, là, vous avez 3 indicateurs très intéressants, taux de notoriété, taux de retour, taux de transformation. Un autre indicateur, l'audience totale, c'est la partie de la population qui est exposée à un support de communication. Voilà, mon audience totale, c'est cette partie de la population exposée à un support de communication, par exemple à travers un média télé, à travers un média affichage, etc. Quelle est la partie de la population qui voit mon support de communication? Et l'audience utile, c'est la partie de l'audience totale qui coïncide avec ma cible. Par exemple, si je fais du cinéma, mais que ma cible, elle est juste, moi je vise les 17-25 ans, eh bien l'audience totale, c'est tous ceux qui vont aller voir les films, ou en tout cas ma communication va passer, hein, ma publicité va passer. Total, ça va être l'audience totale. Dans la salle, il y a aussi des personnes plus âgées que ma cible, mais l'audience utile, ce sera uniquement la partie de l'audience qui coïncide avec ma cible. Donc moi, je peux savoir que en fonction des films, évidemment, qui passent, je vais cibler les films où j'ai plutôt une audience jeune et je regarderai quelle est mon audience utile. Le coût utile, c'est le coût de l'insertion publicitaire pour un auditeur. Donc ça a un coût, évidemment. Donc on voit, on avait dit au début que la publicité a un coût, c'est à titre onéreux. Hein. Je produis des messages par des médias, donc par un canal, avec des supports vers une cible, et je regarde finalement combien ça me coûte pour un auditeur. Ça, c'est le coût de l'insertion publicitaire pour un auditeur, c'est une audience totale. Et puis après, je regarde le coût utile, c'est-à-dire le coût de l'insertion publicitaire par rapport à mon audience utile. Et évidemment, on va regarder, il faut que le coût soit le moins important et surtout que je puisse cibler le plus possible mon audience utile. Ça ne sert à rien de dépenser de l'argent pour des gens qui ne feront pas partie de ma cible. Audience totale, audience utile, coût utile. Voilà pour ce gros chapitre sur la publicité. Alors maintenant, la mercatique directe. Qu'est-ce que la mercatique directe? Rappelez-vous, c'est un ensemble de techniques. Premièrement, 3 grands types de techniques. Une personnalisation, deuxième type de technique, de l'interactivité, troisième type de technique, de la rapidité. Voilà, la mercatique directe utilise une personnalisation, de l'interactivité et de la rapidité. Alors, quels sont les supports de mercatique directe, hein? Donc ça va permettre d'identifier des consommateurs, de lui adresser directement une proposition commerciale personnalisée pour obtenir une réponse rapide. Donc ce qu'on veut, c'est une réponse rapide, personnalisée, interactive. Donc on va utiliser des newsletters, on va utiliser des emails, on va utiliser des bornes interactives où le client va venir volontairement à la borne pour imprimer par exemple des bons de réduction. On va utiliser des applications, des sites web où on va directement vous adresser des messages.
On va travailler cette fois le mailing. Alors le mailing, ce sont des supports imprimés. Newsletter, email, bord interactive, on est sur des supports numériques. Mailing, imprimé sans adresse, et bus mailing, asile colis, on est sur des supports imprimés. Donc le mailing, ben vous le savez, hein, le mailing c'est le publipostage. On va vous adresser par courrier de la publicité. Les imprimés sans adresse s'appellent ISA, ce sont des prospectus, des mini-catalogues qu'on va déposer dans des boîtes aux lettres pour des prospects qui résident dans une même zone géographique. C'est un coût plus faible, mais il y a peu de choix de la cible, il n'y a pas de personnalisation, le taux de retour est quand même plutôt faible. Le bus mailing et l'asile colis. Alors l'asile colis, c'est quand on va joindre la publicité d'une entreprise dans un colis qui est envoyé par une société de vente à distance. Donc souvent, vous ouvrez votre colis de société de vente à distance et puis dedans, vous avez de la publicité, ça s'appelle l'asile colis. Et le bus mailing, c'est quand on va regrouper des offres de plusieurs annonceurs sous forme de cartes ou de chéquier. Voilà pour le bus mailing. Alors les SMS, ce sont des supports mobiles. On arrive sur le M, le M, le M publicité. Donc le téléphone, SMS, MMS, sont des messages écrits courts. Ce sont des outils de prospection, mais aussi de fidélisation. C'est extrêmement rapide, c'est interactif. Vous avez ensuite des supports de médias plus de masse, le téléachat, bien sûr toutes les annonces presse, télévision et radio, avec, vous savez très bien, des émissions de présentation et de vente de produits à la télévision. C'est assez efficace avec la démonstration des produits. Donc voilà tous les outils de la mercatique directe qui utilisent trois grandes techniques, la personnalisation, l'interactivité, la rapidité. L'objectif de la mercatique directe, créer du trafic, aider la force de vente, fidéliser, vendre et promouvoir, connaître mieux ses clients, accroître la notoriété et contribuer à une bonne image de marque. Voilà pour la mercatique directe. Alors maintenant, on va travailler un petit peu sur ce qu'on appelle le placement de produit. Alors le placement de produit, c'est mettre en évidence un produit, une marque, au sein d'un support audiovisuel contre une rémunération. Voilà, donc à apprendre. Vous allez voir, il y a énormément de placements de produits. Je vous ai mis comme exemple le quatrième volet de la saga Transformers qui compte 55 placements de produits. Ça veut dire que dans les films dans Transformers, eh bien, vous avez des annonceurs, des industriels qui placent leurs produits. Le placement ici de la bière, c'est Budweiser Light. Alors, je vous propose là de voir. Something a little more violent. Vous voyez. Donc là, vous avez le bus qui passe. On a très bien vu Budweiser. Et voilà, par terre, vous avez évidemment toutes les bières Budweiser, la bière light. Vous voyez là le ton va être plutôt, c'est un peu décalé, c'est humoristique, hein, c'est le type de ce genre de film au cinéma. Et voilà. Et il a placé son produit. D'ailleurs, vous avez Goodyear derrière, je n'avais pas vu aussi, placement de produit, vous voyez Goodyear. Et vous avez ici Beats. Donc vous voyez, vous avez eu 3 placements de produits sur cette petite minute de film, et c'est comme ça aussi qu'ils payent leur film. Alors le champion du placement de produits, c'est Apple. Il n'y a pas un film aujourd'hui, on ne voit pas des personnes qui ont leur tablette, leur ordinateur Apple. Voilà. Donc le placement de produits, tout à fait intéressant. La promotion des ventes. Alors maintenant, la promotion de vente, c'est l'ensemble des techniques qui consistent à associer à une offre un avantage temporaire pour favoriser son achat. La promotion des ventes, vous rentrez dans un magasin, il y a moins 50%, vous êtes sur un happy hours, vous pouvez consommer plus. Voilà, c'est un ensemble de techniques qui va offrir une offre, mais c'est pour temporaire, pour favoriser un achat. Alors on va travailler sur des techniques de prix, sur des primes, sur des jeux concours. Vous allez avoir des produits en plus, de acheter un gratuit, vous allez avoir des coupons de réduction, des offres spéciales, des loteries, la dégustation gratuite, des bons d'achat.
Donc la promotion des ventes, ce sont des techniques qui existent depuis très longtemps, euh, efficaces sur les lieux de vente pour vous faire consommer davantage. La promotion des ventes. Alors maintenant, on passe à la communication événementielle. C'est un ensemble de techniques qui reposent sur un événement, donc là il y a l'accent est dans l'autre sens, un événement culturel, sportif, solidaire, existant, ou créer un événement créé par l'entreprise pour faire sa promotion. Ça veut dire quoi? Une entreprise, elle va utiliser un événement culturel, sportif ou solidaire, ou elle va le créer pour faire passer son message. Voilà la communication événementielle. Alors vous avez deux grands types de communication événementielle. Vous avez le parrainage, vous avez le mécénat. Alors qu'est-ce que le parrainage? Le parrain, ici on va voir l'exemple de la BNP, va soutenir une manifestation, par exemple ici Roland Garros, le tennis, qui en contrepartie va faire la promotion du parrain. Donc Roland Garros va faire la promotion du parrain en contrepartie. Voilà, Roland Garros fait la promotion du parrain PNB Paribas et PNB Paribas va financièrement lui donner de l'argent pour permettre, pour permettre à cette manifestation d'avoir lieu. Donc vous avez un parrain qui va soutenir une manifestation financièrement. En contrepartie, cette manifestation va mettre des banderoles. Donc vous voyez que là, c'est extrêmement intéressant puisque tout ça c'est télévisé et donc vous avez une audience extrêmement importante, voire une cible particulière de ceux qui regardent le tennis. Voilà. Donc BNP Paribas. Le parrainage, c'est un soutien matériel d'une entreprise sans contrepartie pour des activités d'intérêt général. Donc, par exemple, LVMH va soutenir une activité d'intérêt général, la culture. Je vous ai pris ici sa fondation, la fondation Louis Vuitton pour la création. Je vous invite effectivement à aller à cette fondation si vous habitez Paris. C'est une fondation qui est absolument magique et donc qui a été financée par LVMH. Bien sûr, le ticket d'entrée n'est pas gratuit, hein, c'est un musée comme un autre, mais voilà, LVMH va promouvoir cette activité d'intérêt général sans contrepartie particulière. Donc là, on voit que c'est Louis Vuitton, mais enfin, quand vous arrivez sur place, c'est pas marqué partout Louis Vuitton. Voilà, alors les avantages du parrainage, on s'adresse au consommateur, l'image, donc on accroît fortement l'image de marque et la notoriété. Et puis pour le mécénat, on s'adresse plutôt aux citoyens pour améliorer de façon durable son image. Une image citoyenne, on est là dans une mercatique durable du lien entre l'entreprise et la société. Voilà pour le parrainage et le mécénat. Alors maintenant, on va arriver à une communication qui peut être plutôt, elle peut être subie ou initiée. Ici, on a ce qu'on appelle le buzz qui permet d'attirer l'attention du public ou des médias par un événement surprenant, parfois provoquant, associé à une marque. Alors parfois ce buzz est initié, parfois il est subi. Ici, je vous ai pris le buzz sur Corona Extra. Donc là, vous savez qu'avec le coronavirus, il y a eu de la publicité, enfin il y a eu beaucoup de publicité sur Corona. Or, ça a été plutôt négatif, les ventes de Corona ont chuté puisque les gens ont associé Corona au coronavirus. Alors malheureusement pour cette marque, ça a été un buzz qui n'a pas été initié, qui a été subi par l'événement et qui lui a été défavorable. Donc la mercatique virale amplifie le buzz en utilisant Internet par des médias sociaux, des blogs, des partages de vidéos et des photos. Donc un buzz, ça permet d'attirer l'attention du public sur un événement, soit il est subi, soit il est initié, et la mercatique virale, ça va amplifier ce buzz. Alors là, je vous ai pris comme exemple le Ice Bucket Challenge, vous en avez peut-être entendu parler, c'était je crois en 2013, et un certain nombre de personnes se mettaient un seau de glace sur la tête en donnant, donc le fait qu'il fasse ça, il donnait à une fondation, il donnait à une entreprise caritative, une association caritative, et il demandait à 5 personnes de faire la même chose, pour que ça soit un buzz justement, pour que ça soit amplifié sur les réseaux sociaux. Hey everybody, look, I want to thank my friends at the Tea Party voilà. For nominating me to take part in the ALS Ice Voilà. Bucket Challenge.
Donc là, vous voyez, c'est Barack Obama, il était encore jeune à l'époque, il n'était pas président, mais voilà, John Biden, il nomme John Biden qui sera son vice-président quand il va se présenter. Il a d'ailleurs là, il a demandé donc à cinq politiques dans le monde, présidents politiques, donc il a demandé aussi à Kim Jong-un en Corée, il a demandé aussi, voilà, et il va mettre ce sceau sur sa tête, mais c'est pas pour rien qu'il va le faire. Voilà, le petit rituel. Voilà. Et il va dire, attention, pourquoi on fait ça? C'est pas pour rien. Voilà comment l'entreprise va... Ah oui, donate, je vais donner. Voilà. Donc, ça va être donné, c'est pour une association qui lutte contre des maladies auto-immunes extrêmement graves. Voilà. Voilà. Et il finit bien en disant, soyez sûr de bien donner et vous donnez... Today, voilà. Donc today, alza.org, c'est une donation pour favoriser des associations de lutte contre les maladies. Donc ça fait un énorme buzz, ce Ice Bucket Challenge, et cette association a reçu énormément d'argent, puisque le fait de le faire, vous donnez, et puis vous transmettez à 5 autres personnes de le faire. Donc les conséquences peuvent être extrêmement favorables, un gros soleil. Parfois, le buzz n'est pas initié, mais il est subi, et ça peut être beaucoup plus problématique en termes de communication. Voilà pour la mercatique virale. Alors on va finir avec la mercatique de crise, qui est une mercatique cette fois, une communication subie. Elle est subie ça peut être des acheteurs, des commentaires négatifs d'acheteurs, par des blogueurs, des journalistes ou des associations de consommateurs qui vont communiquer sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils ne sont pas contents ni avec vos produits, votre marque ou l'entreprise. Alors, dans une communication de crise, c'est une réponse dans l'urgence, on ne maîtrise plus la communication et l'organisation, son image et sa pérennité peuvent être mises en péril. Voilà les 3 grands points qui peuvent faire dire que nous sommes dans une communication de crise. Alors, une communication de crise, je vous ai pris l'exemple du terminal 2E à Roissy-Charles de Gaulle. Regardez qui s'est effondré, donc communication de crise, comment on communique vis-à-vis de tous nos clients, de tous nos passagers, puisqu'évidemment, ça aurait pu être dramatique, ça n'a pas été le cas, mais ça aurait pu être dramatique. Et donc, communication de crise pour lutter contre cet événement dramatique. Chez Leclerc, il y a une vague d'intoxication alimentaire créée aussi par des steaks hachés, vous voyez, donc ce petit garçon, il a été hospitalisé, ça a été très grave, dramatique. Donc là encore, Leclerc a dû répondre dans l'urgence, il ne maîtrisait plus la communication, a dû donc rapatrier tous ces steaks hachés et puis gérer cette communication pour redorer sa notoriété, enfin son image de marque, notamment son image de marque. Voilà, donc réactivité, occuper le terrain, avoir beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie, beaucoup de transparence et d'adaptabilité pour pouvoir réagir en communication de crise. Voilà, donc on va finir maintenant sur le plan de communication. La publicité, vous l'avez vu, n'est pas le seul moyen de communiquer, même s'il reste ce moyen le plus important, plus de 36% des dépenses en 2015. C'est une complémentarité et une efficacité des moyens de communication. Vous savez que l'entreprise et l'organisation se fixent des objectifs stratégiques sur le long terme, pris par la direction générale, qui sont irréversibles, qui engagent des ressources importantes. Quand l'organisation fixe ses objectifs à long terme stratégiques, elle va mettre en place ce qu'on appelle un plan de communication. Dans ce plan de communication, elle va faire apparaître quels sont ses objectifs, quelles sont sa cible ou ses cibles de communication, quel est l'objet de sa communication, quels sont les moyens de sa communication et quel est le message de sa communication. Donc elle va mettre tout ça dans un plan de communication, puis elle va mettre en œuvre cette communication et elle va la contrôler avec des indicateurs quantitatifs, part de marché, chiffre d'affaires, taux de retour, audience utile, rentabilité, ou des indicateurs qualitatifs, sa notoriété, son image de marque, les taux de fidélité. Donc vous voyez, un plan de communication, ça fait partie
dans les objectifs stratégiques, sur le long terme, on va regarder vers qui on veut communiquer, quel va être l'objet de notre communication, quels vont être les objectifs, quels moyens je vais utiliser, de la mercatique virale, de la mercatique événementielle, de la publicité, etc. Et quel est mon message, quel est le ton, la preuve et la promesse que je vais utiliser dans mon message. Voilà pour le plan de communication. Donc, vous voyez, une grosse question de gestion. On en a fait le tour. Je vous invite maintenant à faire le questionnaire en ligne Google Form et à travailler sur une contextualisation pour remettre en œuvre ce que vous venez de voir